retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial de notre podcast, un épisode, on pourrait dire, hors série, puisqu'on ne va pas poser, une fois n'est pas coutume, le questionnaire traditionnel du bonheur c'est les autres, et pour cause, car la personne qui est en face de moi s'appelle Marianne Rubinstein. Alors vous connaissez ou vous ne connaissez pas Marianne Rubinstein, mais on va la présenter bien entendu. Sachez juste un truc, c'est que Marianne Rubinstein, c'est ma plus vieille amie. Pas au sens de l'âge, puisqu'elle a à peu près mon âge, mais au sens où je la connais depuis le plus longtemps qu'il est possible, puisqu'elle était avec moi à l'école primaire, dans une école qui s'appelait l'école de la Ponsonne à Manosque, et nous avions une institutrice notamment, dont nous parlons encore aujourd'hui, plus de 50 ans après. Bonjour Marianne. Bonjour Gérard. Alors merci déjà d'avoir accepté de passer dans mon podcast. Alors je voulais te demander déjà, moi je pourrais te présenter, mais je pense que c'est mieux que tu te présentes à nos éditeurs, tandis qu'une ambulance fait retentir sa sirène dans le fond. Comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout ? Je crois que je me présenterai d'abord par ce que je fais, ce qui est peut-être le plus simple. Et en fait, on pourrait dire que j'ai 2 activités. Je ne sais pas si c'est 2 métiers vraiment, mais en tout cas 2 activités, puisque je suis maîtresse de conférences à l'université en économie, donc enseignante et chercheuse. Et je suis écrivain de romans, de récits, d'essais, de romans jeunesse aussi. Et voilà, et donc j'essaie de marcher sur mes 2 jambes, ce sont ces 2 jambes-là, l'écriture et l'enseignement, plus que la recherche, je dois dire en ce moment, voilà. Tu te définis par ce que tu fais, et on va après essayer de dire qui tu es aussi. Mon podcast n'étant pas un podcast uniquement existentialiste. Mais si je disais aussi qui j'étais, ou en tout cas d'où je venais, je pourrais dire aussi que je suis sur 2 jambes. Oui, mais on va y venir. Voilà. Mais déjà, pour ce que tu fais, juste pour la partie économique que je connais moins bien que ta partie écriture, puisque j'ai lu, j'allais dire à peu près tout ce que tu as écrit, c'est faux, j'ai lu tout ce que tu as écrit, en tout cas en livre. Tu t'inscris en termes d'économie dans une école précise ou tu es... Non, j'ai été plutôt hétérodoxe, et puis dernièrement je me suis intéressée à la question de l'écriture de l'économie, avec l'idée que la manière dont on écrit un article de recherche conditionne le produit de cette recherche. Voilà. Donc j'ai fait des choses comme ça, et j'ai fait aussi des essais, moi, d'une écriture alternative de l'économie, au moins 2 fois. Une fois avec une collègue, Isabelle Coupé-Soubéran, où on a essayé d'écrire de l'économie pour les femmes. Et vous avez obtenu un prix pour ça. Et on a obtenu le prix de l'éducation nationale. Alors c'était pas du tout de l'économie au rabais, mais on sait que les enquêtes montrent que les femmes sont plus réticentes par rapport à la connaissance économique. Et on avait envie de trouver un langage beaucoup plus horizontal, plus complice, plus drôle, plus marrant, plus direct. Donc on avait essayé de changer la forme. Et puis j'ai fait un autre essai, là, tout à fait personnel, dans un livre qui s'appelle Détroit dit-elle, où j'ai essayé de mettre en relation le corps de la narratrice qui va à Détroit, un corps en survie, la ville de Détroit, qui était l'incarnation du capitalisme industriel, qui était elle-même en survie puisqu'elle avait été mise en faillite, et puis que Ford et General Motors étaient aussi en grande difficulté, c'était les années 2010, et puis on était juste après la crise des subprimes, et puis le capitalisme aussi, et la question de la survie du capitalisme. Et donc c'était aussi une façon d'introduire le corps et la subjectivité et le tissu, l'espace dans le savoir économique. J'avais lu ce livre Détroit dit-elle que j'avais trouvé excellent, et effectivement tu évoques, puisque c'est autobiographique, tu évoques ce que tu viens de dire, ta survie, tu évoques ta maladie, et ça aussi c'est un point commun qu'on a en commun. Un chouette point commun. Ouais, on aurait préféré ne pas l'avoir, ce point commun. On a ce point commun effectivement du cancer, qui pour ma part s'est rajouté à quelque chose que j'avais déjà avant, mais voilà, on est là et tout va bien. Exactement. Et donc maintenant qu'on a dit, en tout cas que tu t'es défini par ce que tu fais, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui tu es ? Tu es issu d'une famille, tu as un frère, qui sont tes parents ? Parce que ça joue un rôle extrêmement important dans tes œuvres. Oui, c'est vrai. En fait, je suis issue de 2 traditions familiales et de 2 familles très différentes. Donc, du côté de mon père, donc une famille d'origine polonaise, mais en réalité, il n'y a pas de famille, puisque mon père est le seul survivant de sa famille. Donc, à part des cousines éloignées qu'on n'avait jamais vues jusqu'à nos 13 ans, il n'y avait absolument personne. Et une famille adoptive aussi qui l'avait recueilli quand il avait 7 ans, et avec laquelle il a traversé la guerre, une famille aussi juive polonaise. C'est la famille Spirglas, qui est formidable. D'accord. Et puis après, mon père, bien plus tard, est allé en maison d'enfants au Renouveau. Ouais. Donc il a eu tout un itinéraire d'orphelin de la Shoah, comme on dit maintenant. Donc ça, c'est du côté de mon père, donc avec un sentiment quand même de quelqu'un qui est vraiment tout seul et issu d'un monde complètement englouti. C'était vraiment la vision qu'on avait quand on était enfant, surtout que comme
comme tu l'as dit, on vivait à Manosque. Et à Manosque, je ne sais même pas si toi et moi, on savait qu'on était à peu près de la même origine géographique, en tout cas concernant nos parents. Donc on était dans un milieu qui était complètement différent. On ne se rend pas compte, mais dans ce début des années 70, en plus, la France était un territoire très, très hétérogène. On était vraiment dans un autre monde avec une histoire qui, en plus d'être éloignée géographiquement, était à la maison très présente, mais sans la vie qui l'accompagne, c'est-à-dire sans la famille, sans la nourriture, sans les traditions, c'était le traumatisme. Donc ça, c'est du côté de mon père. Et du côté de ma mère, c'est une famille bretonne formidable, je dois dire. Mes grands-parents parlaient breton et français. Ils parlaient souvent breton ensemble. Ils n'avaient pas fait tellement d'études l'un et l'autre. Je pense qu'ils avaient chacun le certificat d'études. Ils avaient beaucoup travaillé et très jeunes. Et tout le monde était breton en fait. Mes cousins sont de 2 parents bretons. Il y avait juste une grand-tante dont on disait toujours qu'elle était parisienne. C'était vraiment le truc exceptionnel. Et donc là, il y avait une très grande famille. C'est très chaleureux. Quel coin de la Bretagne ? C'est le Finistère Nord. Donc on peut vraiment tourner vers la mer, au bord de la mer. Et très très enraciné dans une tradition quand même malgré tout. Enfin, c'est des gens qui ont traversé le XXe siècle, mais ma grand-mère conduisait la voiture à cheval pour aller apporter du pain. Mon grand-père avait fait 14-18. Il a commencé à travailler à 10 ans comme apprenti boucher. Ils étaient d'une France d'avant, enfin, et nous, on a été quand même, mon frère et moi, en partie élevés par eux, parce qu'en fait, on était très souvent chez eux, voilà. Jacques Azélias, quoi. Jacques Azélias, c'était, il fait encore référence à un monde d'avant, puisque mes grands-parents ont quand même enfourché la modernité. Ils ont une boucherie, puis ensuite une blanchisserie. Ils voulaient être de leur temps, ils voulaient sortir de la pauvreté la aussi. Misère. Donc, ils étaient dans leur siècle. Mon grand-père, outre la guerre 14-18, a été remobilisé en 40, ce qui est en plus une injustice, mais enfin bon, toujours est-il qu'il a fait les 2 guerres, donc ils étaient dans leur siècle, mais ils portaient quand même le siècle d'avant, ils portaient les traditions d'avant, leur mère portait la coiffe par exemple. Donc c'était vraiment, voilà, ils ont vécu toute la révolution industrielle. Le père de ma grand-mère était le premier à avoir une voiture, qui ne savait pas conduire, enfin il conduisait n'importe comment. Enfin, voilà, il y avait tous ces attributs de la modernité qui sont arrivés quand même dans leur vie et qu'ils ont saisis comme des chances aussi. Tous les livres que tu as sortis, en tout cas la plupart des livres que tu as sortis, sont directement inspirés par ta famille, par ce que tu as vécu, par l'histoire aussi. La petite histoire avec un petit H qui rejoint la grande histoire avec un grand H. Et j'invite d'ailleurs nos auditeurs à se précipiter sur le dernier ouvrage que tu as sorti qui s'appelle Bord de mer, mais bord de mer, mer écrit M-E-R-E. Superbe jeu de mots pour parler justement de ta mère, puisque dans le précédent tu avais parlé de ton père. Et c'était peut-être pas le précédent, c'était peut-être l'avant-dernier, mais tu parles de manière très, je dirais, bon, c'est extrêmement bien écrit, mais je vais pas faire trop de compliments parce que on va dire oui, c'est parce qu'il est ami avec elle et tout ça. Alors il veut Depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, alors il veut dire du bien. Ouais. Non, je pense que c'est vraiment très bien écrit, mais c'est surtout, en fait, ce dernier livre, La Bord de mer, ça aborde vraiment bien au-delà de votre relation entre mère et fille, puisque tu parles aussi de ta grand-mère, et c'est sur 3 générations un petit peu l'évolution du regard porté sur les femmes et du comportement des femmes face à une société qui n'a pas toujours été tendre, c'est le moins qu'on puisse dire avec elle. Donc voilà, j'incite vraiment les auditeurs à découvrir ce livre et par extension à découvrir les autres, et notamment un roman, alors je me rappelle jamais du titre, que tu as fait qui parlait de la gémellité et ce roman était magnifique. Il s'appelle comment déjà ? Nous sommes 2. Nous sommes 2, et j'en parlais justement il y a quelques minutes avec quelqu'un, et je disais, si tu dois commencer par un livre sans aller vers ces livres entre guillemets autobiographiques, commence par celui-là. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a 2 parties dans mon travail dans ce que j'ai écrit pour adultes, puisque j'ai aussi écrit pour la jeunesse. Il y a vraiment une veine autobiographique où ce qui m'intéresse, c'est l'articulation de l'intime et du collectif. J'ai jamais pensé que mon histoire personnelle intéressait les lecteurs, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, puisque bon, chacun a son histoire personnelle. En revanche, je suis convaincue que l'articulation de l'intime et du collectif permet d'incarner le collectif, lui donne du sang, du flux, de la vibration, de la palpitation, et que c'est ça qui est intéressant. C'est de sortir du général, d'aller à la pointe du particulier, mais justement pour retrouver le général. Donc c'est ces boucles-là qui m'intéressaient. Et à chaque fois, j'ai essayé de mêler. Et puis dans les romans, par exemple, Nous sommes 2, effectivement, c'était... je m'étais intéressée, parce que aussi
les tensions dans la société française par rapport à la question juive, tensions qui évoluent mais qui restent présentes, voire qui sont de plus en plus présentes, enfin on le sait bien. Ça m'intéressait de les travailler autour d'une histoire de double mariage avec 3 familles. Donc il y a 2 jumeaux, il y en a une qui se marie avec un juif et donc qui se convertit pour l'occasion, et l'autre qui se marie avec une aristo, et donc comme ils ont du mal à se séparer, eh bien ils décident de se marier ensemble, enfin ensemble avec d'autres, mais quand même ensemble. Toute l'ambiguïté est là aussi, et donc ça pose des tas de problèmes en fait, parce qu'il y a toutes ces familles qu'il faut mettre d'accord. C'est effectivement un fil rouge, le fait que tu sois le fruit d'un couple mixte, on le retrouve dans ce livre-là, et effectivement, par exemple récemment il y a eu le livre de Nathalie Azoulay qui s'appelle Toutes les vies de Théo, où elle aborde aussi, comme par hasard, je t'en ai parlé au téléphone, un couple mixte avec un homme breton. Là, pour le coup, c'est l'homme qui est breton et la femme qui est juive. Juive polonaise. Voilà, et qui va exploser à la faveur du 7 octobre, même s'il y avait déjà de l'eau, comme on dit vulgairement, il y avait déjà de l'eau dans le gaz. Donc, c'est effectivement un fil rouge. Et toi, tu disais que c'était une manière pour toi d'aborder aussi des sujets pas faciles, comme évidemment celui de la Shoah, qui est extrêmement présent dans ton œuvre. Et récemment... on a une amie en commun qui s'appelle Aurélie Barjonnet, qui est professeure de littérature et qui te cite régulièrement dans ses analyses, parce qu'effectivement, tu fais partie de cette deuxième ou 2,5e génération, comme elle dit, où effectivement, on n'a pas vécu la Shoah directement, mais en fait... Et alors qu'on ne nous disait pas grand-chose, voire on ne nous disait rien du tout, en fait, quelque part, on l'a vécu par procuration. On a été des victimes par contumace de ce qui s'est passé entre 1939 et 1945. Ouais. Je ne sais pas si j'emploierais le mot de victime, parce que moi, un des problèmes qui avait conduit à l'écriture de mon premier livre, qui s'intitulait « Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin », c'était plutôt un sentiment d'obscénité, une obscénité qui venait du fait que j'avais l'impression... de me revendiquer de quelque chose que je n'avais pas vécu, et que la souffrance c'était mon père qui l'avait vécu, et que moi peut-être que je m'en drapais. Alors c'est aussi parce qu'à l'époque mon père nous renvoyait souvent, mon frère et moi, au livre d'Alain Finkielkraut, Le Juif imaginaire, dont c'était un peu le thème, et donc on était un peu interdit de vivre mal cette histoire-là. Et en fait, je pense qu'un des ressorts de cette première enquête, parce que là, le collectif est abordé frontalement, puisque j'avais interviewé une quinzaine de personnes qui, comme moi, étaient nées entre 15 et 30 ans après l'événement, on va dire, peut-être en comptant un peu large. Nous-mêmes, on est nés 20 ans après la fin de l'événement, et 20 ans, c'est très court, on le sait maintenant qu'on en a presque le triple. Et donc, mais à l'époque, ça nous semblait loin et en même temps très près. Et donc, l'idée, c'était quand même de voir comment les autres le vivaient. Et c'est en me rendant compte que c'était un problème pour nous tous, et que c'était vraiment un problème, et que en fait, ça donnait lieu aussi à une espèce de... Parce qu'on pourrait se dire, pourquoi on travaille sur ses parents, pourquoi on écrit sur ses parents, pourquoi on va pas de l'avant, je sais pas, enfin, ce genre de conseils de bon sens, on va dire. Et à l'époque, je m'étais déjà rendu compte qu'en fait, on était lesté d'un tel poids de mort, qu'en fait, on avait une recherche véritablement de la vie qui pouvait y avoir eu là-dedans. Et alors donc il y en a certains qui apprenaient le yiddish, il y en a certains qui apprenaient à faire la cuisine, il y en a certains qui voulaient faire de la musique klezmer, enfin il y avait aussi tout ce côté-là, il n'y avait pas que ce repaître d'une histoire tragique. Et puis voilà, bon, moi l'image que j'ai souvent en tête, c'est vraiment l'image d'une colonne vertébrale brisée, donc pourquoi on a besoin de réinvestir ce passé, peut-être pour tenir à peu près debout en fait, hein. C'était quelque chose comme ça, et ça c'était important pour moi en tout cas. Mais c'est pour ça que j'ai encore du mal avec le mot victime. Je ne sais pas si on peut être héritier, nos parents sont victimes, est-ce que nous on est victimes? Franchement j'en sais rien. Collatéral peut-être? Je sais pas, aujourd'hui on montre avec l'épigénétique qu'effectivement il y a des traces, etc. Moi, j'aime bien aussi, pour moi, la judéité, c'est aussi le jeu de jambes. C'est-à-dire, je fais référence, je pense au boxeur, hein, le jeu de jambes, c'est fondamental. Et bon, ça nous amène à réfléchir sur le jeu de jambes, cette espèce de situation instable. Ça nous amène à ne pas devoir rester à une place assignée. Voilà, ça nous entraîne au jeu de jambes. Et pour moi, ça c'est une idée importante, de toujours garder le jeu de jambes.
forme de vigilance, d'adaptabilité, qui est importante aussi dans d'autres questions qu'on connaît, qui sont les questions de survie en fait. Alors ce jeu de jambes, est-ce que ça t'a empêché comme moi par exemple de vraiment t'engager dans un courant politique ou pas, ou c'était pas la question? Moi je suis le descendant effectivement d'un père juif polonais qui après la guerre, comme beaucoup de juifs polonais, était communiste, était même... Bon, c'est pas grave, on entend le café couler. On entend le café, bon. Mais on est à la bonne franquette ici, on est entre amis. Il y a même du chocolat. Oui, il y a même du chocolat, il y a tout. Il y a du sucre et du chocolat, tout va bien. Oui, donc j'étais le fruit d'un... Enfin, en tout cas, mon père, pas ma mère, hein, mon père était d'origine juive polonaise et, on va dire, survivant de la Shoah, même s'ils n'ont pas connu les camps. Et donc, il s'est engagé en politique à gauche, d'abord communiste, comme beaucoup de juifs polonais à la sortie de la guerre. Puis après, ce qui s'appelait à la SFIO, qui allait devenir le Parti Socialiste en 1960, déjà avant 71, mais en tout cas au moment du congrès d'Épinay en 71. Et moi, j'ai toujours vu ça d'un œil critique, déjà parce qu'on le voyait peu à cause de ça, mais aussi parce que je me disais jamais j'accepterais de m'encarter quelque part. J'ai un peu évolué avec le temps, je n'ai pas fait de politique, contrairement à mon père. Et puis j'ai toujours appliqué la règle de Groucho Marx, je refuserais d'entrer dans un club qui m'accepterait comme membre. Et donc toi... Comment tu as vu ça? Est-ce que toi, bon, ton père, je crois pas, était engagé politique, il n'était pas très engagé politiquement. Mais est-ce que toi, à un moment donné, tu as eu cette fibre, ou tu as eu cette tentation, ou pas du tout? Et tu as vécu à distance? Tu es engagé, hein, parce que c'est une forme d'engagement politique ce que tu as fait dans tes ouvrages, mais tu t'es pas encarté quelque part. Je me trompe? Non. Mon père a failli s'engager, mais bon, ça a posé différents problèmes avec le centre de diagnostic où il travaillait, qui était géré par les œuvres sociales de la CCAS, donc très CGT, etc. Ouais. Mais mes deux parents étaient de gauche, enfin sont toujours de gauche, je peux dire, je pense. Plutôt, quand j'étais jeune, ils votaient plutôt socialiste. Mmh. Et moi, j'ai été élevée dans cette tradition de gauche, ma famille bretonne est de gauche. J'ai une méfiance par rapport aux politiques. Alors d'abord, je ne supporte pas la soumission, première chose. Donc j'ai envie de penser par moi-même. Alors je comprends bien que l'action politique nécessite une certaine discipline, mais ça ne me va pas. Et puis, comme les gens de ma génération... je suis ce que décrit bien Nathalie Azoulay, par exemple, déjà dans les manifestations. Je suis prise dans un faisceau de contradictions. Je ne suis pas sûre que ça soit tellement la peine de développer. C'est des choses dont on entend beaucoup parler. Mais de toute façon, ce n'est pas trop mon tempérament. Peut-être que, outre mes ouvrages qui disent ce que j'ai envie de dire avec les subtilités ou le manque de subtilité qui va avec, enfin en tout cas avec les nuances que je veux y apporter, je mets un engagement très fort dans mon métier d'enseignante. Je sais pas pourquoi je pensais à la petite bonté de Grossman. Non, c'est pas la petite bonté, mais j'essaye d'être... je supporte plus ce mot de bienveillance, donc ça m'énerve, mais donc j'essaye d'être dans une forme de bonté et d'exigence avec mes étudiants. Je leur disais il n'y a pas très longtemps, vous vous êtes tracassés par la note. Moi, ce qui me tracasse, c'est de vous transmettre des choses. C'est ça, moi, mon problème. Donc voilà. Donc je suis dans un service de l'État et je prends mon travail d'enseignante extrêmement au sérieux, sans distance ni cynisme. Voilà. Et je pense que j'ai une partie de mon engagement qui est là, mais qui n'est pas un engagement encarté, effectivement. Je me sens pas très très bien dans les discours politiques. Bon, puis je suis déçue, très déçue même. Donc bon, je préfère cultiver le jeu de jambes. Mais en tout cas, tu votes. Tu n'es pas une citoyenne dégagée, comme on dit. Non, je vote. Je vote, mais je vote... de plus en plus découragée, peut-être comme moi. Ouais, assez découragée. Oui, assez découragée. Oui, même très découragée. Alors dans le livre Bord de mer, tu abordes l'éducation que tu as reçue de ta mère, qui était une éducation, donc comme tu l'as dit, tu es né au mi-temps des années 60, donc on était dans la période, je dirais une période un peu bénie, hein, parce que surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, une parenthèse un peu formidable, et donc tu as eu une éducation, et à ton tour tu es devenue mère. À ton tour, tu es devenue mère, tu as eu un fils, c'est ça? Oui. Et donc, ce fils, est-ce que tu as eu tendance à l'élever comme ta mère vous avez élevé, toi et ton frère, ou
complètement différemment? Je crois que ma mère, elle nous a quand même donné une structure. Mon père était quand même très, très abîmé par la guerre, et puis en plus... il n'avait pas de référentiel. Il n'avait pas de référentiel, donc il était abîmé psychiquement, comme un peu... Un jour, on m'avait dit, c'est un peu comme des grands brûlés, oui, je pourrais reprendre cette image-là. Et puis, effectivement, il n'avait pas de référentiel, et puis parfois, il était comme en concurrence avec nous, il trouvait toujours que notre enfance était trop bénie, trop gâtée, il supportait pas, ça le mettait dans des colères dingues. Vraiment, il nous traitait de petits cons, de petits bourgeois, enfin bon, il avait des espèces d'éruptions. Alors, c'était pas un mauvais père, je pense qu'il faisait tout pour que nous donner une structure, il travailler pour qu'on manque de rien. Enfin, je veux dire, je veux pas du tout en faire un portrait noir. C'est pas de ça du tout, mais je pense que il a été tellement affecté psychiquement que ça surgissait, c'était plus fort que lui. Et ma mère était celle qui donnait la structure, pas du tout angoissée, assez régulière, extrêmement rassurante. Alors en même temps, ma mère et moi, on a une histoire compliquée qui est liée en fait aux questions... aux grandes questions qui se sont posées pour les femmes au XXe siècle. Je ne suis pas sûre de pouvoir en parler ici, mais en tout cas, ceux qui liront découvriront. Donc, on a dès le départ une histoire difficile. Et à côté de cette structure, il me semble qu'on avait aussi, de façon plus ou moins importante, à partir de l'adolescence, un rapport qui est devenu quand même assez conflictuel. Mais il y a quand même toujours eu cette base, etc. Alors, je pense qu'avec mon fils, le côté extrêmement rassurant, extrêmement prise de terre, pas prise de tête, mais prise de terre de ma mère, cette espèce de façon de prendre les choses tranquillement, en même temps une capacité à prendre des risques, à être dans la vie, à vouloir profiter des plaisirs qu'elle peut offrir, etc. Donc tout ça, c'est des choses extrêmement positives qu'elle nous a apportées. J'espère les avoir transmises à mon fils. Grande différence, bon, après, d'abord, c'était pas la même époque, mais en plus, moi j'ai un fils, je n'ai pas une fille, donc évidemment que j'ai coupé une filiation immémorielle, puisque j'ai une mère qui a une mère qui a une mère qui a une mère. Par récurrence, on pourrait dire qu'il y a une chaîne comme ça où il n'y a que des femmes, et je suis celle qui l'a coupée, puisque qui interrompt la chaîne. J'ai eu un fils, voilà. Donc, voilà, puis après, l'époque est différente. Mes parents étaient absolument indifférents au collège où on pouvait aller. D'ailleurs, c'était une catastrophe. On faisait les choses, c'était quand même un peu 68 arts. Ils étaient de gauche, il y avait ce côté 68 arts, donc on se débrouillait pour nos devoirs, etc. Mon fils a grandi dans une époque où la compétition scolaire était déjà relativement importante. Donc, il est allé... dans des établissements publics, mais j'ai toujours veillé à ce que ce soit de bons établissements publics. Là, je suis vraiment la mère prof qui est vigilante sur ces questions-là. Donc voilà, il y a ces petites... Mais c'est des différences marginales qui sont des différences d'époque, parce que mes parents étaient aussi vigilants, quand même, malgré tout, sur la question des études. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été une mère... Je dirais que ma mère a quand même d'énormes qualités mis à part le problème particulier que nous avons eu et qui a été vraiment compliqué à vivre, probablement pour toutes les deux, je trouve qu'elle avait d'énormes, et qu'elle a toujours d'énormes qualités de mère. Hein. Donc, je pense qu'une mère, c'est quand même quelqu'un qui vous plante, qui vous donne confiance, qui vous dit que vous pouvez prendre des risques, sans pour autant vous mettre en danger, qui vous pousse dehors, voilà. Et je crois qu'elle a tout ça, en fait. Ta maman est toujours vivante ? Oui, elle est toujours vivante, elle fait des films, enfin, elle a ses qualités pour elle-même aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui accorde un grand prix à sa propre liberté. C'est vraiment une femme de ces femmes de la génération d'Annie Ernaux, mais beaucoup moins dans l'examen de la plainte, beaucoup plus dans la vie, dans se tenant solide, droite, qui ne se plaint jamais. Et qui n'est pas dans la revanche sociale, contrairement à la personne que tu viens de citer. Non, qui n'est pas là-dedans, même si socialement c'est très proche. Hein. Ma mère est devenue ingénieure, et puis ensuite, elle a eu un doctorat de mathématiques appliquées, alors que donc ses parents avaient peut-être tout au plus le certificat d'études et étaient petits commerçants. Donc, elles ont exactement le même âge. Donc, elles sont socialement elles ont un itinéraire extrêmement proche, mais effectivement un tempérament complètement différent. Moi, je vais lutter pour le prix Nobel pour la maman de Marianne Rubinstein.
Alors, il y a une différence, oui, effectivement, là, il y a une différence récente, puisque moi, j'ai perdu ma mère il y a 1 an. Il y a une autre différence qui est plus ancienne, c'est qu'effectivement, contrairement à toi, j'ai quitté Manosque, j'avais 16 ans. Toi, tu as encore été un certain temps en Provence avant d'arriver à Paris. Moi, je l'ai perdu suite à un deuil, et donc on pouvait plus. Si, on aurait toujours pu, mais on n'est pas resté en tout cas à Manosque, et on est monté en région parisienne. Toi, tu es monté à Paris en quelle année ? Je sais pas, je crois que j'avais 26 ou 27 ans. D'accord, comme ça. donc bien après, une dizaine d'années après Ouais. que moi je sois monté. Et donc moi, ce qui m'intéresse aussi là, peut-être, c'est comment tu as vécu cette espèce de saut quantique. Parce qu'entre Manosque, qui était une petite ville du fin fond de la Provence, à l'époque où j'y habitais, je sais pas combien il y en avait quand tu es parti, mais à l'époque où j'y habitais, il y avait 20 000 habitants. Et c'était pourtant la plus grande ville des Alpes de Provence, qui s'appelait les Basses-Alpes avant. Donc c'était un saut quantique. On venait d'un endroit au milieu de la nature, on faisait beaucoup de sport, etc. À un endroit, enfin moi surtout en banlieue, je sais pas où toi t'es arrivé, si tu es arrivé tout de suite à Paris, mais en tout cas moi je suis arrivé en banlieue et c'était sordide. Je me rappelle encore appeler ma mère, notamment le premier jour où je suis descendu dans le métro, j'ai appelé ma mère d'une cabine, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, et je lui ai dit maman on va pas pouvoir rester là. Elle m'a dit mais pourquoi on va pas pouvoir rester là? Je dis mais parce que les gens font la gueule, ils ne se parlent pas, il n'y a pas de vie ici. Et voilà, donc toi, bon après avoir parlé de moi, c'est le sujet qui m'intéresse le moins. Comment toi t'as vécu ce saut quantique entre la Provence et Paris? Mais en fait, j'ai une expérience inverse à la tienne, parce que moi, je suis née à Paris, et mes presque 7 premières années, je les ai vécues à Antony. Mais je suis née aussi à Paris, mais Ouais. par contre, je suis descendu à 6 mois. Ouais. Et du coup, moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que nous, on vivait dans une cité qui s'appelait la cité La Fontaine, on était complètement autonome à 4 ans, on pouvait descendre jouer quand on voulait, j'avais ma copine qui habitait au 3e étage, et mes parents, rêvant d'une vie probablement complètement différente, sont arrivés à Manosque en ne voyant pas du tout l'intérêt de se regrégariser. Et donc, on a d'abord vécu en Durance dans une maison qu'on louait. Et ensuite, on est parti dans une maison complètement isolée à 7 km de Manosque. J'avais 10 ans et c'était quand même la grande solitude. Mon père nous disait toujours que ça allait nous permettre d'avoir une vie intérieure très riche. Je pense que ça nous a permis d'avoir une vie intérieure très très riche. On sait... mais c'était pas facile. Moi, je rêvais de la ville, en fait. Enfin, c'était pas facile, il faut pas non plus exagérer. On n'a pas du tout une enfance dramatique. Mais cet isolement, ce grand isolement, dans la toute petite cellule familiale avec les tensions qu'il pouvait y avoir, moi, j'ai trouvé ça assez pénible. Et donc, à 17 ans, je suis partie à Lyon, puisque j'ai commencé par une école d'ingénieur, l'INSA, ça s'appelait. Enfin, ça s'appelle toujours. Et puis après, Aix, Marseille. Alors, c'est vrai que je me rappelle que, le sud, le ciel est beau, il est bleu, voilà, tout ça. J'ai eu une nostalgie pendant un certain temps. Ferrer, tout ça. Voilà. J'ai eu une nostalgie pendant un certain temps de cette douce vie du sud. Mais je me suis toujours mieux acclimatée au tempérament. Je ne sais pas si on ne peut pas dire un tempérament des gens. Les gens n'ont pas de tempérament. Je veux dire, on ne peut pas dire à Paris, il y a un tempérament. De toute façon, Paris est fait d'un agglomérat de gens qui viennent d'un peu partout. Mais à Manosque, ce que je peux dire à contrario, c'est qu'à Manosque, j'avais du mal à perdre mon accent parisien. J'avais du mal à m'adapter. Manosque est une ville compliquée. Ça paraît être la petite ville de Provence absolument parfaite. Et en réalité, là aussi, c'est un drôle d'agglomérat entre les Provençaux, qu'on pourrait dire de souche, tous les ingénieurs et techniciens qui sont arrivés du fait de l'installation de Cadarache. C'est comme ça qu'on est arrivé. Voilà, il il y avait aussi le camp Arquis, plus tous les immigrés du centre-ville, plus la mafia marseillaise. Et les Corses. Les Corses, et puis moi les Corses je m'en souviens pas trop, mais le côté ville ouverte aussi, donc avec des repris de justice, et tout ça faisait une espèce d'atmosphère assez violente en réalité, avec des gens qui se mélangeaient pas si bien que ça, ou alors quand ils se mélangeaient, comme dans le collège où moi j'étais, qui était le mauvais collège de la ville, c'était assez éruptif et violent. Il y avait des filles qui arrachaient les boucles d'oreilles comme ça. Enfin, c'était pas la douce vie provençale, provinciale, telle qu'on peut la fantasmer. C'est une ville intéressante, vraiment. Et mes parents n'avaient pas du tout envie de se mettre dans la communauté qui aurait été la leur. Et donc, on est parti complètement ailleurs. Donc, dans cette maison... tout en verre, d'architecte, au milieu de nulle part. Au début, il n'y avait pas d'eau sur le terrain. Je ne sais même pas s'il y avait en tout cas, pendant certains temps, je me souviens qu'on avait des jerrycans, et puis finalement, on a trouvé de l'eau.
mais la maison était déjà construite, enfin donc c'était un petit peu... Oui, non mais c'est vrai, on a fait un puits. Sources. On a fait un puits, ils ont fait un puits parce qu'au début ils avaient fait un forage qui ne marchait pas. Ouais. Et voilà, c'était... Bon, la maison était, cela dit, assez très confortable. C'était à Sainte-Tulle, c'est ça? À Sainte-Tulle Non, c'était à Pierre-Vert, mais Pierre-Vert. En pleine campagne, une maison quand même très, très, tout en verre, sur un terrain absolument pas grillagé. C'était un peu bizarre. Quand tu faisais tes surprises parties, tu m'invitais pas alors, parce que je suis jamais venue. Mais j'en ai jamais fait de surprise partie, parce que mon frère en a fait une, ça a tourné à la catastrophe. Ça a tourné à la catastrophe, et moi, j'en ai pas faite. Ouais. On a passé plusieurs jours à tout nettoyer, c'était un peu compliqué. Et effectivement, Manosque était une ville spéciale, était une ville aussi d'une Provence qui n'est pas du tout celle qu'on voyait dans les films de Pagnol et des films de Fernandel et compagnie. C'est-à-dire une Provence très, très secrète, avec des gens qui donnent pas leur amitié facilement. Et, qui n'invitent pas. Et il faut se souvenir qu'il y a... Le fait divers de l'immédiate après-guerre est à l'image de ça, c'est l'affaire Dominici qui s'est passée à une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau de là où on habitait. Et donc l'affaire Dominici, je rappelle, c'est un couple britannique et une jeune fille, leur enfant, qui sont retrouvés assassinés sur le bord d'une route. Et on soupçonne une famille qui vivait juste à côté dans une maison d'origine italienne, comme son nom l'indique, Dominici. Et... avec beaucoup de secrets de famille. C'était vraiment le fait divers de l'époque, qui n'a jamais d'ailleurs été vraiment résolu. Et une des Dominici travaillait avec mon père. Ah d'accord. Oui. On était quand même au milieu de gens incroyables, c'est-à-dire qu'il y avait des noms connus que moi j'ai eu au collège. J'étais pas dans le mauvais collège, contrairement à toi, j'étais dans le bon collège. Et j'avais dans ma classe la fille de Jean Giono, qui était l'écrivain du coin. Elle s'appelait Durbé, puisque c'est... La petite fille, non ? La petite fille, pardon, ouais, je dis la fille. La fille d'Aline Durbé, qui était Aline Giono, qui est toujours Aline Giono, je crois qu'elle est vivante encore. Et donc j'avais sa fille, donc Agnès, dans ma classe. Donc c'était quand même étonnant d'avoir la petite fille de Giono dans ma classe, toi d'avoir la personne dont tu viens de parler, Dominici. Et effectivement, donc non, juste pour dire que ça, c'était très caractéristique d'une forme de Provence, qu'on retrouve aussi chez Pierre Magnan. Je ne sais pas si tu as lu des livres de Pierre Magnan, mais Pierre Magnan, qui est un auteur très prolixe, aujourd'hui décédé, qui sur la fin de sa vie habitait Fort-Quelquier, mais qui était originaire de Manosque, qui était imprimeur à Manosque, a écrit des polars notamment, avec un inspecteur qui revient tout le temps, un peu gimmick, qui s'appelle l'inspecteur La Violette. Et ces bouquins, qui ont d'ailleurs été portés pour certains au cinéma et en feuilleton, en série, décrit extrêmement bien l'univers de Manosque. Certes, il le fait le plus souvent au début du siècle, quand je dis du siècle, je parle du XXe siècle, ou à la fin du XIXe, mais malgré tout, c'est extrêmement brillant et ça montre vraiment ce qu'était Manosque. Après ce virage par Manosque, et après donc ma question sur ton passage, ce saut quantique entre Manosque et Paris, qu'est-ce qui a fait tout simplement que tu es devenu qui tu es devenu ? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu une prise de conscience ? En gros, tu voulais vivre de ce qui te passionnait, ou c'est juste les hasards de la vie, même si je ne crois pas trop au hasard, qui t'ont conduit à tout ça ? Écoute, il y a plusieurs choses. Si je rationalise a posteriori, mais je pense que c'est pas complètement faux. J'avais beaucoup de facilité en maths. En même temps, j'avais pas du tout envie de devenir ingénieur. C'est pourquoi j'avais une très forte pression de ma mère, qui elle-même était ingénieure, même si je suis pas sûre que le métier lui ait beaucoup convenu. Mais en gros, c'était un peu la facilité quand on avait des facilités en maths, on va dire. Et j'ai réussi quand même à m'échapper de cette trajectoire-là, choisissant l'économie un peu par hasard et me rendant compte assez vite qu'avec des compétences en mathématiques, c'était pas si compliqué en fait d'avoir un poste à la fac. Et je pense que je n'avais pas de vocation pour l'économie. J'en avais jamais fait d'abord, je ne savais même pas ce que c'était. Et à l'époque, il n'y avait pas de grande possibilité de réorientation, donc partant en école d'ingénieur, c'était quand même le plus simple de me remettre à faire des maths et de l'économie. Mais en revanche, je pense que j'avais une vraie vocation pour l'enseignement. Et en particulier, un ami de mon oncle était professeur d'université et je trouvais que la liberté qu'offrait l'université me convenait absolument. Donc je pense que tout ça mis bout à bout, je me suis assez vite aperçue, surtout que c'était l'ère Jospin, ministre d'éducation nationale, qu'il y allait avoir des ouvertures. Enfin, au fur et à mesure, je me suis aperçue qu'il y allait avoir des ouvertures à l'université et que ce métier-là me conviendrait parfaitement, parce que j'adore enseigner. Et j'aime même y compris la dimension spectacle. J'adore être sur scène, en fait. Donc, c'est pas seulement transmettre, etc. C'est aussi le fait que
l'enseignement passe par le corps, voilà, j'aime tout ça. J'avais absolument aucune envie de me soumettre. J'étais convaincue que j'étais absolument inadaptée à l'entreprise. J'avais pas envie de participer à ce grand jeu de l'entreprise en plus. Je devais avoir un petit sentiment anticapitaliste, peu politisé, mais quand même très présent, à titre individuel. J'ai retrouvé par ailleurs des carnets où j'avais 8 ans et où je disais que j'avais envie d'écrire. Donc je pense que quelque part, au fond de moi, et de façon tout à fait consciente, je me disais aussi que cette liberté allait me libérer de cette liberté de travailler sur ce que l'on voulait, allait aussi m'offrir un revenu constant qui me permettrait d'écrire par ailleurs sans devoir gagner ma vie avec l'écriture. Voilà. Et d'ailleurs, il se trouve que le jour où j'ai eu mon poste, j'ai repris un truc que j'avais déjà commencé, qui deviendrait Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin. Ça faisait 4 ou 5 ans que je tournais autour, que je faisais vaguement des entretiens. Une fois que j'étais assurée de gagner ma vie, je me suis mise à fond. Et j'ai publié le texte peu après. Donc voilà, c'était d'une certaine façon, j'avais mon plan. Alors on a un point en commun, c'est effectivement cette passion de la transmission, même si tu as dit que c'était pas que ça dans ton parcours. En revanche, on est complètement opposés sur ton talent pour les maths, parce que moi j'étais pas bon, vraiment. En plus, j'ai pas eu des enseignants, parce que ça dépend aussi énormément des enseignants qu'on rencontre sur son parcours. Moi, par exemple, je me passionnais pour l'histoire, parce que j'avais eu des profs d'histoire absolument remarquables depuis la 6e. Je sais pas s'il est toujours vivant, mais Monsieur Chatou, oui, moi je l'ai eu aussi. Voilà, ouais. Monsieur Chatou qui était absolument exceptionnel, dont le fils est un grand musicien. Il y avait Monsieur Tétard aussi. Monsieur Tétard. J'ai une anecdote avec Monsieur Chatou qui m'a toujours... je pense toujours à ça quand je vois, comment ça s'appelle, Diabolomante, la scène de Diane Curie. Diane Curie, ouais. Parce que je me rappelle que Monsieur Chatou nous a dit un jour, je crois qu'il avait fait la guerre d'Algérie, et il nous avait dit si on n'étudie pas la guerre d'Algérie dans les programmes d'histoire, c'est parce que c'est trop proche. Et en fait, il me semble que la Seconde Guerre mondiale venait de rentrer dans le programme. Et je dis oui, mais on étudie la Seconde Guerre mondiale alors que c'est très proche et qu'on le vit tous les jours à la maison. Je me rappelle, j'avais dit ça, alors qu'on le vit tous les jours à la maison. Et à ce moment-là, je me souviens que tout le monde s'était retourné vers moi en disant, mais avec beaucoup de gentillesse, hein, mais parce que au lycée, j'étais très adaptée, autant j'avais pas été toujours très adaptée à l'école à Manosque ou au collège, un peu mieux, mais le lycée qui permet à toutes les originalités de s'exprimer, finalement je m'y sentais très bien. Et donc, mais je me souviens quand même de tout le monde qui se retourne vers moi et qui se dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire, Marianne, quoi. Et j'ai compris mon décalage à ce moment-là, avec cette remarque de Monsieur Chatou sur la guerre d'Algérie, et je crois qu'il avait très envie en plus de nous dire combien il avait souffert pendant la guerre d'Algérie. Enfin, c'est mon interprétation. Ouais, j'ai jamais su, tu vois. Devant nous, il l'abordait pas. Et donc toi, tu l'as eu au lycée, toi. Ouais. Moi, je l'ai eu en 6e, en 5e. Donc j'ai commencé avec lui, mais j'ai eu d'autres profs excellents en histoire géo. Et après, quand je suis arrivé en région parisienne, les profs d'histoire géo que j'avais étaient particulièrement nuls. Ce qui fait que j'ai voulu être prof d'histoire à un moment donné. Quand j'ai eu ces profs absolument nuls au lycée, donc à Cachan, en région parisienne, j'ai renoncé à cette vocation. Ouais. Mais donc, en fait, oui, du coup, j'ai un peu perdu le fil, mais c'était... Tu disais qu'on avait en commun... Oui, donc on avait en commun la transmission, pas le goût pour les maths. Moi, je suis plutôt un littéraire, j'ai toujours été un littéraire. Mais rappelle-toi, à l'époque, quand on mettait en A, donc la filière littéraire au bac, c'était que t'étais un cancre, hein, tout simplement. Donc on m'avait, un truc moyen, on m'a fait faire un bac B, économie et sociale, etc. Et donc... Il y a cette passion pour la transmission. Il y a aussi le fait que... C'est drôle parce que là, tu viens de parler du fait qu'on n'abordait pas la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, elle est abordée dans les livres scolaires, mais elle est abordée, on va dire, de manière un peu... pas toujours très claire. J'utilise un euphémisme. Mais la Deuxième Guerre mondiale, même à l'époque où on l'abordait pas non plus de manière très claire. Il a fallu que j'arrive au lycée, peut-être même après, en voyant nuées et brouillard et des choses comme ça, pour découvrir vraiment, parce qu'en fait, on était encore... Et je travaille beaucoup sur cette période-là. On était encore sur la vision Henri Amouroux de la France, c'est-à-dire la France résistante. Il y a eu très peu de collabos, alors que c'était exactement l'inverse. Il y a eu beaucoup de collabos, il n'y a pas eu beaucoup de résistants. Et où la déportation des Juifs, c'était une ligne. Oui, c'est vrai, mais disons que ça rentrait, il me semble, il faudrait regarder l'histoire des programmes, mais que ça venait de rentrer dans le programme pour nous quand on était au lycée, ce qui était nouveau. Je crois que jusque-là, peut-être que le programme s'arrêtait avant, enfin je ne m'en souviens plus très bien, mais oui. Non, mais c'est vrai ça, c'est vrai qu'on voit bien que la perception que nous on avait dans nos familles était très distincte de la perception qu'on avait en
en général, les Français, sans compter nos petits camarades qui sans doute ne savaient à Manosque même pas que la déportation des Juifs avait pu exister, si tant est qu'ils savaient que c'était un Juif, ce que c'était qu'un Juif, je suis même pas sûre. Ça, on l'abordait jamais. On disait qu'on était en classe en CM2, ça nous est jamais venu à l'idée de parler de ça. Moi, je me souviens, je suis arrivée à Manosque, on m'a demandé si j'étais catholique, parce que tout le monde allait au catéchisme. Et ils avaient tous des gourmettes, des grosses gourmettes avec leur nom, que je trouvais formidable. Et donc, moi, on m'a demandé si j'allais au catéchisme. J'ai dit non. On m'a dit, alors, t'es protestante? J'ai entendu protester. Donc, j'ai dit oui. Mais en fait, je sais même pas de quoi il me parlait. Mais ça, tu le décris très bien dans ton livre, parce qu'en plus du fait que tu es le fruit d'un couple mixte, et que la religion juive, théoriquement, passe par la mère et non pas par le père, t'avais déjà cette problématique en toi, t'avais déjà comment dirais-je, pas ce déchirement intérieur, parce que, en fait, comme si t'étais vis-à-vis de l'un ou vis-à-vis de l'autre, en porte-à-faux. Oui, non, mais j'ai toujours... Enfin, je pense que oui, j'avais un frottement identitaire, quoi. D'abord parce que la présence de la déportation à travers le chagrin de mon père. Tout à l'heure, tu parlais des travaux d'Aurélie Barjonnet. On n'est pas... justement, on était dans une époque, tu parlais aussi des années 70, on était dans une époque où tout était relatif aux déportés. D'abord aux déportés politiques. Donc il a fallu assez longtemps pour qu'on parle des déportés raciaux. Et ensuite, quand on s'est mis à parler des déportés raciaux, finalement, le drame, c'était la déportation et pas tellement le drame des enfants qui, comme nos parents, avaient vécu... des scènes absolument tragiques. Mon père a été en prison, sa mère s'est agenouillée pour que quelqu'un le prenne. Enfin bon, il a vécu des scènes à 6 ans absolument insupportables. Voilà, mais c'était pas pris en compte. Ce qui était pris en compte, c'était la déportation. Or, certes, nous avons enfin moi en tout cas, j'ai des grands-parents déportés, des grands-oncles, des grands-tantes déportés, enfin peut-être 40 personnes de la famille déportées. Mais ce que j'ai vécu moi enfant, c'est la souffrance de mon père. C'est pas tellement la déportation de ces gens-là. Et c'était lui qui arrivait le soir, cette angoisse qu'il avait, cette relation à la mort. C'était ça que l'on vivait. Donc c'était tellement présent que ça ne pouvait pas ne pas être pris en compte dans l'identité que je me construisais, mais en même temps, effectivement, il n'y avait pas de contenu identitaire autre que ça, et en même temps, j'ai un nom qui me désigne formidablement, que je n'ai jamais voulu quitter en me mariant, mais bon, Lévy, Cohen peut-être désigne un peu plus, mais je suis même pas sûre. Rubinstein, je crois que c'est à peu près évident pour tout le monde. Peut-être que les gens te demandent si tu fais bien du piano, peut-être. Ouais, mais plus personne se souvient d'Arthur Rubinstein. Ah, c'est faux. Ouais, c'est faux. Pas beaucoup. Et voilà. Et en même temps, il y avait toute cette famille bretonne, mais assez fréquemment. Enfin, il y avait la colo, mais il y avait aussi une cousine. On me disait, bah non, t'es pas bretonne, donc voilà. Et en plus, on vivait dans une ville, parce que tu as parlé tout à l'heure de manière extrêmement brillante et précise, comme d'habitude, de cette espèce de melting pot un peu explosif qu'il y avait à Manosque. Mais Manosque avait été une ville où il y avait beaucoup de juifs jusqu'au XIVe siècle. Et quand on y habitait, il y avait quelques familles juives, mais très peu. Il n'y avait pas de communauté juive, il n'y avait pas de synagogue. Il y avait pas de... Et elle ne s'identifiait jamais comme telle. Voilà. Et par contre, il y avait un antisémitisme typique de là-bas, très provençal, qui remontait justement à ces temps immémoriaux où à l'époque les évêques, dans des pogroms qui ne doivent rien à ce qu'ont vécu les Israéliens le 7 octobre, envoyaient les paysans du coin aller buter, aller assassiner des juifs au moment de la Grande Peste, etc. Et d'ailleurs, je t'ai dit il n'y a pas longtemps qu'il y avait un épisode assez étonnant, puisque lors de la construction d'une villa, on a creusé dans une des collines les plus chics de Manosque, et qu'on a découvert une nécropole juive à 10 mètres, ou je crois quelques mètres sous le sol. Donc bref, c'était une ville où il y avait plein de traces des juifs qui avaient vécu là, encore une fois, jusqu'au XIVe siècle, peut-être 1200 et quelques, 1300 et quelques, et qui avaient totalement disparu, il n'y en avait plus du tout. Et donc, ça donnait aussi un aspect incroyable, c'est-à-dire que nous, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais peut-être moins que nous, parce que ma mère était pratiquante quand même. Elle était pratiquante. Elle faisait des trucs incroyables dans un bled où on ne pouvait rien faire. Elle faisait venir de la viande cachère d'Aix-en-Provence en toute illégalité par les cars, tu sais, les cars qui venaient d'Aix-en-Provence et de Marseille. Et on faisait les fêtes. Alors on faisait pas énormément de choses, on n'était pas très pratiquants, mais mon père l'était pas du tout. Le juif polonais à la fin de la guerre, c'était...
ils se comptaient sur les doigts de la main, ceux qui étaient pratiquants. Mais voilà, on a eu cette particularité qui est finalement assez rare, d'avoir été peu ou prou juif au milieu d'un univers qui n'était plus du tout. Ouais. Mais d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du saut quantique. C'est vrai que moi, c'est un grand plaisir que j'ai eu quand je suis arrivée à Paris de pouvoir reboucler avec ce monde juif dans lequel je me suis vraiment baignée presque, je dirais, surtout les premières années où j'étais là, parce que j'avais vraiment une grande curiosité. Nous, d'un point de vue culinaire, parce que effectivement, il n'y avait absolument pas de religion à la maison, il y avait juste les cornichons, qu'on disait les cornichons juifs, qu'à chaque fois que mes parents allaient à Paris, ils rapportaient les cornichons juifs, et puis peut-être, il y avait le foie haché que venait faire le vieux monsieur Cartman à la maison, donc il y avait quelques éléments culinaires, et puis au moment de l'attentat de la rue Copernic, il y a eu un coup de fil anonyme très menaçant, disant qu'on allait plastiquer notre maison, ce que j'ai appris un peu par hasard, parce que mes parents ne m'en avaient pas parlé, mais une infirmière du centre où travaillait mon père l'avait dit à sa fille, qui me l'a dit, donc c'est comme ça que je l'ai su. Mais voilà, il y avait ce genre de choses et beaucoup de méfiance. Aussi, quand j'étais plus jeune, les copines n'avaient pas le droit de venir à la maison. Mais franchement, je ne peux pas l'attribuer à de l'antisémitisme. On était quand même très différents et c'est peut-être juste la différence qui faisait ça. Alors on a parlé de plein de choses, on a parlé de Manosque, on a parlé du judaïsme, on a parlé de tes œuvres, ton rapport aux parents, etc. Bon, déjà, il y a une question que je me pose par rapport à ton enseignement. Tu es plutôt sur de la microéconomie, de la macroéconomie. Tu es, comme on dit, keynésienne ou pas. C'est quoi tes... Ça n'intéressera pas tout le monde. Hein, non, mais j'ai déjà pas mal de bouteilles, je suis passée par différents stades. J'adore l'héritage keynésien, j'aime beaucoup la macro. Aujourd'hui, j'enseigne à la Sorbonne à des étudiants de langues étrangères appliquées, donc en 3e année, 4e, 5e année, enfin en Master 1, Master 2. Et ce sont des étudiants qui maîtrisent mal la formalisation mathématique, or en économie, il y en a beaucoup. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je pars de l'actualité, et à partir de l'actualité, je leur explique les concepts. Et ces concepts, ça peut tout à fait être la théorie keynésienne, qui a quand même connu un renouveau substantiel après la crise de 2008, ça peut être de la micro, ça peut être de l'économie industrielle, de la finance, qu'est-ce que c'est qu'une obligation, qu'est-ce que c'est qu'une action, etc. Mais à chaque fois, je pars de l'actualité. Je fais un cours aussi de macro en Chine, un cours sur le risque pays à Abu Dhabi, un autre cours d'économie internationale à Abu Dhabi. Donc voilà, donc j'ai des cours extrêmement divers. En fait, j'en ai 7. Donc je ne pourrais pas te dire, tiens, je fais que ça, etc. Je ne suis pas dans une faculté d'économie. Et donc ça suppose un enseignement extrêmement plaisant pour moi. Mais en tout cas, ça suppose un enseignement différent qui se trouve être extrêmement plaisant pour moi parce que c'est une gageure intéressante de les amener à l'économie et de leur expliquer sans mettre d'équations au tableau, sauf pour les étudiants chinois qui supportent très bien les équations. Sachant qu'en général, ceux qui sont des matheux comme toi aiment plutôt la micro que la macro. Moi, j'ai toujours aimé la macro, beaucoup plus que la micro. Je l'ai vécu parce que j'ai fait Dauphine, figure-toi. J'ai beau dire que je suis littéraire et que j'aurais adoré faire Cagne, Hippocagne et compagnie. J'ai fait Dauphine et crois-moi que mon niveau en maths était tellement lamentable que ça a été très très dur, surtout les premières années. Non, la micro m'a toujours semblé être une simplification telle de la réalité que ça ne m'intéressait pas beaucoup. La macro m'a toujours beaucoup plus intéressée. Et puis Keynes, parce que j'ai écrit un livre là-dessus, enfin un roman qui s'appelle Le journal de Yael Kopman. Keynes est une personnalité que j'ai toujours adorée. Probablement parce que... Très méconnu en France, John Maynard Keynes. Ouais, enfin bon, c'est un des plus grands économistes du XXe siècle, puis c'était l'ami de Virginia Woolf, et puis c'était lui qui représentait le Royaume-Uni à la conférence de Bretton Woods, c'était lui qui était déjà là lors du traité de Versailles pour négocier. C'est lui qui a fait venir toutes les peintures impressionnistes de la vente de gars, alors que la grosse Bertha frappait Paris en 1917 pour les acheter, donc pour le compte du Royaume-Uni. Enfin bon, c'est quelqu'un absolument passionnant, Keynes. Donc je me suis toujours beaucoup intéressée à lui et bon, en plus je suis absolument confite d'admiration pour Virginia Woolf, et donc ça m'avait beaucoup intéressée, justement toujours dans ces choses générationnelles, dans le journal de Yael Kopman, d'essayer de comparer le groupe de Bloomsbury duquel faisait partie Keynes et Virginia Woolf et la sœur de celle-ci qui s'appelait Vanessa Bell et les 68 arts, parce qu'en particulier Vanessa Bell a eu une fille qui s'appelait Angelica Garnett
et qui s'est retrouvé quand même très déboussolé par rapport à cet héritage pas 68A, bloomsburien. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc tout ça pour dire que j'ai toujours beaucoup aimé la macro. Mais alors moi, ce qui m'étonne là, parce que ça m'étonne pas parce que je te connais et que je suis un peu comme ça, c'est au-delà du fait que tu es soi-disant matheuse, que ta mère était ingénieure, que ton père était cardiologue, tu es tombé dans la littérature comment ? Parce qu'en fait, on a souvent des discussions, enfin souvent pas assez à mon goût, mais on a eu des discussions littéraires. C'est pas pour rien que tu écris, c'est que t'as une vraie plume et t'as un vrai appétit pour ça. C'est un appétit que je partage aussi avec mon grand frère qui est devenu libraire au fin fond de la Normandie. C'est venu comment cette passion pour la littérature et bon, je vais quand même te poser une des questions du questionnaire du bonheur sur les autres. C'est qui l'auteur ou alors c'est quoi le bouquin qui est vraiment ta référence, le truc qui t'a, quand tu l'as lu ou quand tu t'es dit j'adore, c'est ce que je veux faire? Mais alors, je pourrais pas te répondre là-dessus, ça change tout le temps. C'est comme si tu me disais, c'est quoi ton genre de musique ? Ouais. En fait, j'adore la musique classique, j'adore la variété aussi. J'ai toujours aimé la variété. Voilà. Et parfois, des bouquins de littérature populaire bien faits, ben, je peux tout à fait avoir grand plaisir à les lire et aussi avoir grand plaisir à lire, je sais pas, Le flux de conscience chez Virginia Woolf, ou je sais pas, enfin, bon, c'est pas très difficile à lire Virginia Woolf, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas le livre. Mais l'auteur. Je saurais pas te dire. Il n'y en a pas un qui a changé ta vie, tu dis, quand tu l'as lu, que tu as découvert ses œuvres. Si je te dis, je sais pas, moi par exemple, pour moi ça a été Stefan Zweig, mais ça peut être aussi d'autres, hein, Romain Gary, ça peut être. J'ai eu une passion pour Romain Gary, j'ai eu une passion pour Stefan Zweig, j'ai lu plusieurs fois ce livre sur le monde qui se détruit, là je sais plus comment, le monde d'hier. Mais mes passions sont changeantes en fait. Alors en plus quand on écrit, on a des problèmes de technique. Et la manière dont tel ou tel auteur résout un problème de technique auquel on peut être confronté, à un moment peut m'intéresser. En ce moment, par exemple, ça fait plusieurs livres que je lis en anglais parce que je devais enseigner en anglais. Et comme me lire en anglais me demande plus d'efforts, en fait, je suis plus attentive à la technique qu'elles utilisent, parce que je trouve que c'est deux auteurs. En ce moment, j'aime beaucoup Anne Patchett, par exemple. Et ça m'intéresse beaucoup de regarder, c'est une autrice américaine, comment elle fait. Et c'est vrai que le ralentissement occasionné par la lecture en anglais me conduit à regarder plus attentivement sa technique. Donc en fait, j'ai eu une grande passion pour Virginia Woolf, mais pour son journal en particulier, mais aussi parce que parce que j'ai écrit deux faux journaux intimes, ce qui reboucle sur la question de comment trouver, par exemple dans un journal intime, tu peux pas dire machin qui m'avait dit il y a 3 jours, tu peux pas présenter les personnages à ton lecteur ou à ta lectrice, puisque c'est censé être ton journal, donc ça n'a aucun sens. Donc comment tu vas régler ce problème technique de ne pas pouvoir présenter, contrairement à une narration plus classique, je sais pas, si on regarde le début de Madame Bovary, Charles Bovary, le personnage il est présenté, il y a son histoire de chapeau, enfin je me souviens plus exactement, mais il y a quand même peut-être 10 pages, voilà. Les personnages on peut les présenter dans une narration classique alors qu'on peut pas le faire dans un journal. Comment Virginia Woolf avait fait dans son vrai journal, comment les personnages finissaient par vivre. Voilà, des choses comme ça. En réalité, c'est ça qui m'intéresse. Donc, j'ai des coups de cœur, mais... Tu m'as pas répondu comment tu es tombée là-dedans. Alors, comment je suis tombée... Tes parents, ils lisaient beaucoup ? Ouais, il y avait beaucoup de livres à la maison. Mes parents lisaient beaucoup. Moi, j'étais toujours en manque de livres. Donc, ma mère, quand elle allait à Paris, puisque on parlait de Manosque tout à l'heure, il n'y avait pas de librairie à Manosque pendant très longtemps. Il y a eu Gibert plus tard. Non, mais il y avait... comment ça s'appelle ? Drac, et il y avait le marchand de journaux et il y avait celui où on achetait les livres scolaires tous les ans. Le marchand des livres scolaires, oui, mais il y avait juste un ou deux présentoirs avec des livres de poche. Non, il y en avait un pas loin du bar dont tu as parlé il n'y a pas longtemps, là, du bar Oasis. Il y en avait un, mais qui n'a pas duré extrêmement longtemps. Si, c'est Gibert, mais ensuite qui est passé sur la place de la mairie. Mais c'était pas Gibert, hein. Si, c'était moi j'ai connu un qui était à l'Indépendant. Mais c'était lui. Ah bon ? Mais c'était pas Gibert de la chaîne Gibert. Il s'appelait Gibert et il était, je crois, apparenté à la famille Gibert. Ah oui, c'est drôle. Je crois. Mais non, c'était lui, et il a d'abord été sur l'espèce de boulevard extérieur, là, à côté de l'Oasis, et ensuite... Mais on avait une bibliothèque extraordinaire à Manosque, qui était dans un hôtel particulier, l'hôtel d'Herbès. Ouais, elle existe toujours, mais moi, j'y suis jamais allée. Moi, j'y étais souvent. Mais oui, mais toi, tu habitais au centre-ville. Moi, j'habitais à Manosque, toi, t'habitais loin. Moi, j'habitais très loin, et mes parents, je n'avais même pas connaissance de cette bibliothèque. Donc, ma mère était toujours en train d'essayer de me chercher des livres, et dans ma famille, la tradition, quand on avait peut-être 11 ans, c'était de nous mettre pour les filles dans les mains les Claudine de Colette, que j'ai absolument adoré, lu et relu. J'ai beaucoup lu La Comtesse de Ségur aussi, que j'ai adoré. Et puis ensuite, c'était les
Thibauts de Roger Martin Dugard, que j'ai Exact. adoré aussi. Voilà, le premier peut-être grand livre de littérature que j'ai lu, c'était Les Thibauts. Et c'est vrai qu'on nous faisait de lire des trucs par ailleurs au milieu scolaire qui étaient gratinés, quoi. Mais qui était chiant comme la pluie. Ouais. Y compris Henri Troyat, les semailles et les moissons, les trucs Non, comme mais ça. le pire, c'était Ravage de Barjavel. Moi, l'autre fois, Ravage de j'ai Barjavel. relu, non, nous, c'était La Nuit des Temps. Mais c'est odieux, ce livre. Ouais. Le type, il a publié ça en 43, mais franchement, il faudrait arrêter de mettre ce livre dans les mains des gamins. D'abord, l'image des femmes est insupportable. À la fin, il y a un... Et puis, bon... Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était hyper déçu parce qu'il aimait Barjavel et quand il a découvert que c'était un collabo. Un collabo et Ouais. un antisémite majeur. Mais ça- comment on pouvait nous mettre ces merdes dans les mains, quoi. Et donc moi, tous les livres scolaires qu'on m'a fait lire ne m'intéressaient absolument pas. Mais voilà, peut-être mon premier émoi, ça a été Colette. Cette jeune fille qui était Claudine, quoi. J'adorais Claudine. C'est aussi une femme. Colette était une femme libre, comme tu l'es également, qui refusait d'être encartée, enfermée dans un. Voilà, elle était libre avant l'heure, elle était féministe avant l'heure. Et elle n'avait pas besoin de se dire féministe, on comprenait à travers ce qu'elle écrivait. Écoute, on a fait une belle discussion, on pourrait discuter encore comme ça pendant des heures, mais je pense qu'effectivement, tout à l'heure tu m'as dit, quand j'ai arrêté l'enregistreur, tu m'as dit, mais on n'est pas trop long, on risque pas j'ai peur d'ennuyer nos toujours, auditeurs. voilà, exactement. Mais je voulais dire sur l'écriture, peut-être juste rajouter ça. Ouais. L'autre fois je disais, je crois, dans le pouvoir magique de l'écriture, c'est vrai que je pense que c'est absolument passionnant d'arriver à décortiquer les choses par les mots. Ça fait sortir aussi des choses très enfouies qui sont dans le corps et en les décortiquant, en les réécrivant, il y a quelque chose qui se passe de très étrange. Voilà. Bon, alors... Je vais pas arriver avec tout l'arsenal de, je sais pas quoi, l'écriturothérapie, ou je sais pas quoi, c'est pas ça que je veux dire, mais tout y est, quoi, la musique des mots, l'esthétique. Si, justement, il y a un truc que j'ai oublié de te demander avant qu'on conclue et qu'on dise au revoir à nos auditeurs, c'est, moi, j'écris moins que toi de la prose, mais j'écris beaucoup de poèmes et même maintenant des chansons. Est-ce que toi, tu t'es déjà essayé à la poésie ou pas du tout ? Non. C'est pas un manque. C'est Non. pas quelque chose qui te... Voilà. Non. Pourtant, c'est la musique que je cherche dans l'écriture. Je pense plus que l'image visuelle. Le son est extrêmement important, mais le poème n'est pas ma forme. Trop court, tu dirais ? Je pense que peut-être pour moi, ce que je cherche, c'est l'alliage du concept ou de l'histoire et de la musique, des mots. Et donc, ça nécessite des formes plus longues, moins immédiates, en fait. Parce que justement... j'aime bien désarticuler des choses, les essayer, etc. Or, le poème, c'est l'immédiateté, comme dans le haïku. C'est Roland Barthes qui disait c'est le c'est ça. Pas toujours. Enfin, moi, ce que j'aime dans le poème, c'est le c'est c'est ça, ça, quoi. C'est-à-dire, c'est tout d'un coup, on y est, quoi. Ouais. Voilà. Je pense toujours, le haïku, l'autre fois, je disais ça, les pieds sur un mur frais l'été, c'est ça, voilà. C'est ça qui me touche énormément dans la poésie. Donc ça te touche à la lecture, mais en tout cas, tu ne te sens pas investi d'une vocation de poète. Non, je crois pas que ce soit ma forme. Et même dans tes bouquins, effectivement, c'est une littérature du réel qui est la tienne. C'est pas une littérature baignée de poésie. On n'est pas dans du Jean Giono pour avoir la référence Manoskin. Non, voilà. Non, pas du tout. En fait, moi, je crois que j'aime bien mélanger, je disais l'intime et le collectif, mais j'aime bien aussi mélanger la gravité et le concept. Ouais. Voilà. La légèreté, pardon. La légèreté et le concept. La chanson populaire et la musique classique. Voilà. Toujours ce jeu voilà. de jambes. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Donc, souvent dans mes romans, il y a une partie de conceptualisation où je parle de théorie, etc. Mais c'est toujours dans le jeu. Dans le jeu, J-E-U. Hein. Claude François et Bala Bartok. Voilà. Arthur Rubinstein et Patrick Juvet. Exactement. Voilà. Et je trouve que c'est un alliage intéressant. Ouais, ou Mike Brandt. Ou Mike Brandt, très présent dans C'est maintenant du passé. Non, c'est vrai. Écoute... Marianne, merci infiniment d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup, Gérard. Et j'espère que les gens apprécieront autant que je t'apprécie. J'espère que vous ne vous ennuierez pas à écouter nos longues digressions sur notre vie manosquine passée nos discussions d'anciens et notre amour de la littérature. Ouais. À très vite, merci beaucoup. Ouais, merci à toi, Gérard.